Très chers amis, très chers internautes, merci beaucoup encore une fois pour vous être connectés sur ma chaîne Diaspora Nabiso Moko. Aujourd'hui, compte tenu de tous les messages, de tous les concernant les demandes que vous m'avez faites, à voir tout ce qui se passe au pays et compte tenu de l'insécurité, vous m'avez demandé de revenir encore une fois aujourd'hui pour essayer un peu d'insister sur le message que j'avais déjà publié il y a pas mal d'années, c'était 2 ans passés. Mais vous avez insisté, vous m'avez écrit de pouvoir encore une fois actualiser cela compte tenu des informations qui nous parviennent maintenant. Il y a des gens, des compatriotes, compte tenu de la situation combien très fragile, de l'insécurité qui prévaut au pays, veulent en tout cas, pareil au plus pressé, de pouvoir prendre des visas et sortir du pays parce que la sécurité n'est plus assurée. Et la maison Schengen au niveau de Kinshasa est vraiment envahie par pas mal de gens qui ont introduit des demandes de visa depuis longtemps. Et ça, je trouve que ça, c'est un peu... c'est vraiment n'importe quoi, même si l'Europe veut se constituer en une forteresse en vue de tout contrôler. Moi, je crois que tous les pays devaient être autonomes de pouvoir voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, parce que là, on risque de mettre des vies des populations en danger. Parce que s'ils veulent fuir ou bien ils sont en face des crimes qui veulent être commis en leur personne, ça sera vraiment difficile de sortir du pays. Voilà pourquoi je demande vraiment aux autorités de la maison Schengen de pouvoir un peu décentraliser le pouvoir au niveau de toutes les ambassades comme c'était prévu. On peut aller même à l'ambassade du Portugal ou de l'Espagne ou moi je ne sais pas quoi. Moi je ne sais pas comment. Parce que là, ça devient vraiment, c'est vraiment trop inquiétant. Ça devient trop inquiétant. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais encore une fois insister sur la responsabilité des États à protéger et à prévenir contre les crimes. Et notamment dans mon pays où rien n'est garanti, rien n'est plus assuré parce que les gens, il y a des criminels qui se sont évadés de la prison de Makala. Et tous ces criminels-là, aujourd'hui, on ne sait pas, ils ont pris la poudre d'escampette. Là où ils se retrouvent, on n'arrive même pas à les localiser, on n'arrive même pas à les repérer. Et la prison est dans un état de délabrement avancé. Il n'y a pas de travaux de rénovation qui y sont faits là-bas. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on va... La situation devient vraiment invivable. Et cela présage vraiment cela vraiment présage de l'ingouvernabilité du pays. La RDC risque de devenir ingouvernable. Ça, je vous l'assure. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais encore une fois insister sur la responsabilité des États à protéger et à prévenir, et notamment mon pays, la République démocratique du Congo, n'arrive plus à assurer la sécurité de ses propres ressortissants. C'est trop inquiétant. Voilà pourquoi je lance la sonnette d'alarme à la communauté internationale de pouvoir nous venir en aide et aux États membres de l'Union européenne de nous venir en aide, en tout cas de faciliter l'octroi des visas et des demandes de visas à nos populations pour qu'ils puissent quitter au plus tôt le pays, qu'ils puissent se retrouver dans d'autres cieux pour leur propre sécurité ainsi que la sécurité de leurs membres de famille. Voilà pourquoi j'ai voulu passer le message aujourd'hui pour insister beaucoup concernant la responsabilité de protéger et de prévenir contre le crime. Comme vous le savez, la première responsabilité de protéger sa population incombe à l'État dit haute state, au premier rang et au premier chef contre les crimes de génocide, les crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité, dites atrocités criminelles. En deuxième lieu, il incombe à la communauté internationale en tant que capita, comme on peut dire en lingala, en tant que chef de la sécurité mondiale, d'encourager et d'aider tous les États à s'acquitter de leurs responsabilités. Et enfin, en troisième lieu, il y a la résolution commune de faire l'inventaire par les moyens que les chapitres 6 et 7 ainsi que 8 de la Charte des Nations Unies, d'assurer que les États contractants de manifester leur responsabilité d'appliquer ou de mettre en œuvre ces résolutions. En effet, c'est en vertu du droit international et des droits de l'homme, du droit international humanitaire et du droit des réfugiés qu'il incombe aux États de protéger leur population. L'article 1 de la Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide, il dispose qu'il incombe aux chefs, aux États, de prévenir activement le génocide, et cela en toutes circonstances. Donc, il y a pas mal de crimes qui se passent, comme le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes d'apartheid, les crimes de guerre, ainsi de suite, les crimes de guerre, les crimes d'agression. Donc il incombe d'abord aux États contractants de pouvoir garantir cette responsabilité de protéger leurs ressortissants ainsi que leur population de ce crime-là. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu insister là-dessus, parce que vraiment ça n'est de trop. Ce qui se passe dans notre pays, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Voilà pourquoi les gens ne savent plus à quel sein se vouer pour s'octroyer des visas et pour sortir au plus tôt, pour essayer de garantir leur sécurité et la sécurité des membres de leur famille. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu insister sur certains facteurs de risque. Et comme j'ai toujours insisté, le premier facteur de risque qui nous arrive à tomber dans ces commissions d'atrocités, de ces actes criminels-là, c'est d'abord la discrimination. La discrimination et les violations des droits fondamentaux des membres d'une population ou d'un groupe donné, dû souvent en raison de leur appartenance ethnique, raciale ou religieuse. Je vais vous donner certains types d'exemples de discrimination. Il y a la discrimination fondée sur les inégalités d'accès aux ressources et à l'exclusion des processus de décision conduisant à un déni des droits économiques, sociaux, culturels et politiques. Donc, la discrimination fondée sur les inégalités d'accès aux ressources. Vous savez voir que, par exemple, la province de Bandundu est riche, par exemple, en terres minéraux. Il y a d'autres provinces qui n'ont pas, qui sont pauvres, qui n'ont rien comme ressources minérales. Et voilà pourquoi, pour qu'il y ait un peu l'équilibre, il faut voir que quand, par exemple, la province du Katang est riche en minéral, quand, après la vente, après l'exportation de ces minéraux-là, il faut voir un peu les revenus, parce que, voilà pourquoi je dis que l'État, parce que nous avons un problème au Congo, l'État n'est pas là, l'État n'est pas opérationnel, l'autorité de l'État n'est pas garantie, n'est pas là. Si l'État était là, au moins on pouvait en tout cas croiser les mains et dire que non, en tout cas il y a l'autorité de l'État. L'État fait quelque chose, mais l'État congolais est démissionnaire au moment actuel. Il est démissionnaire, il ne fait rien, l'État congolais, il est inexistant même. Voilà pourquoi les gens n'arrivent plus à se retrouver. La sécurité n'est plus assurée. Voilà pourquoi je dis, les facteurs, premièrement, c'est la discrimination fondée sur les inégalités. Il y a encore la discrimination politique. La discrimination politique, c'est-à-dire la négation des droits politiques fondamentaux tels que la participation et la représentation et la liberté d'expression, d'opinion et d'association qui n'est pas garantie. L'exclusion des groupes des populations au sein des organes législatifs du secteur de sécurité et du système judiciaire conformément à l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipule ceci. Tout citoyen a le droit et a la possibilité, sans aucune discrimination, visée à l'article 2 et sans restriction déraisonnable, de prendre part dans la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis. B. De voter et d'être élu, ou au cours d'élections périodiques honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret assurant l'expression libre de la volonté des électeurs. C. D'accéder dans les conditions générales d'égalité aux fonctions publiques de son pays d'origine. Ce n'est pas parce qu'on habite l'étranger que vous devez nous exclure. Parce qu'à 99%, c'est nous qui investissons, qui envoyons l'argent là-bas. Que les gens tombent malades, que les gens aient des problèmes d'hospitalisation, des problèmes de tout genre. L'argent vient toujours de la diaspora, mais la diaspora n'arrive pas à se retrouver. Aujourd'hui, on parle d'enrôlement, mais on n'arrive pas à enrôler les membres de la diaspora. C'est grave. Voilà pourquoi
je vous dis que l'État doit prendre ses responsabilités. Nous allons vraiment prendre une pause et nous allons continuer dans les prochaines heures. Je vous remercie beaucoup.